Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, certains rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. L'homme politique français Georges Clemenceau nous apprend ceci. Une dictature est un pays dans lequel on n'a pas du tout besoin de passer toute une nuit devant son poste pour apprendre les résultats des élections. Bonne méditation en cette journée du 1er décembre 2020 et bienvenue à cette deuxième convocation pour la semaine et la première pour ce mois donc de décembre 2020. Merci à tous et à toutes. Bienvenue au tribunal. Je suis Lukman Sanfo. Disons bonjour au juge au siège. À ma gauche, nous avons Ben Abougma. À ma droite, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Voilà, très heureux de retrouver Ben Abougma après une semaine donc d'absence. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Et nous disons également bonjour spécial à toute l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, celle qui réalise à la radio Watt FM également sur Tri TV. Alors, ce matin, encore une fois, on parle de ce qui se passe au niveau national et international en guise d'actualité. Et nous parlons donc de la nouvelle configuration politique au Burkina Faso, faisant suite donc aux législatives, aux résultats donc des législatives du 22 novembre 2020. Sur l'ensemble des partis politiques qui ont compétit, vous le savez, seule une quinzaine siégera à l'hémicycle pour la prochaine législature. Quel regard peut-on donc porter sur la performance des différentes formations qui ont fait, vous le savez, diverses fortunes? On va y porter un jugement de façon exclusive à cette émission du jour. Voici ce qui est annoncé de façon officielle. Juste après la virgule, on va entendre donc le regard des juges au siège sur l'actualité en guise d'avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité. Geoffroy Vaha, c'est à vous que revient à la charge des premiers avant-propos du jour. Merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les consultations que nous avons eues, pas dans le pan que nous allons aborder, mais sur l'aspect CENI et puis ce qui se passe après. On a été nombreux et à travers les plateaux à voir comment il y avait de la virulence dans les propos à l'endroit notamment de la CENI et de son organisation, du scrutin, du double scrutin et évidemment les quelques blocages qu'on avait pu constater à un moment donné. Et on va dire que c'est un président de CENI qui a essuyé toutes les injures, les insultes et on n'était plus dans la critique à un moment donné parce que c'est vrai, il y avait eu beaucoup de problèmes qui avaient été constatés et on avait tous oublié aussi le contexte dans lequel se passaient aussi ces élections-là. Et étant entendu que les voix même se déroulaient jusqu'à leur terme au regard de la situation et de notre contexte sans qu'il y ait dans certains bureaux de vote des problèmes d'insécurité ou d'attaque. On a pensé à beaucoup de choses dans tous les cas, mais heureusement ça s'est bien passé dans la proportion en tout cas de ce qu'on a eu. Et à la fin aussi on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a des leçons quand même à tirer de tout cela. On se demande est-ce que les uns n'ont pas été trop durs lorsqu'on voit que les acteurs premiers même de ces consultations, à savoir les partis politiques qui ont rué dans les brancards, après on voit que ça s'apaise et on a quelquefois l'impression même du revirement à 380 degrés. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'a pas été, on n'est pas allé un peu trop vite, on n'a pas trop serré le point et après on se rend compte que rien n'est parfait et que au regard du contexte, les choses se sont quand même passées et d'une certaine façon qui pourrait nous réjouir. Est-ce qu'à la fin on n'a pas été trop dur? Aujourd'hui, quand vous regardez, vous vous demandez, après le blocage qu'on avait au niveau de la CENI et les sorties qu'on avait, on a vu aussi sur la toile, les gens n'ont pas été tendres. Aujourd'hui, quand vous regardez derrière, vous vous dites, mais on est loin de tout ça. C'est vrai que ça s'est épuisé, mais je pense qu'il y a des leçons quand même à tirer. Avec cette CENI-là, on a été un peu dur quand même.
Mais bon, comme on dit qui aime bien châtie bien, peut-être que c'est l'expression des attentes et puis du sentiment, je ne dirais pas d'amour, mais voilà, celui d'un travail bien fait qui était attendu notamment de Newton et de son équipe, qui a fait que les gens étaient un peu plus durs. Mais quand on regarde, on pourra quand même enlever le chapeau et dire que ça s'est bien passé quand même. D'accord. Ça va être une des questions de généralité, mais vous l'abordez déjà. On pourrait revenir pour permettre à Bernard aussi d'avoir son regard. Mais votre avant-propos du jour est lequel, Bernard? Merci, Président. J'espère que ça va aller mieux. Pour la voix qui... Oui, pour la voix qui effectivement m'a lâché à un moment donné de l'histoire politique du Burkina, parce que c'est juste après les élections. Donc la nuit électorale, pour ceux qui ont suivi, ont su que je n'ai pas terminé. Bon, espérons que ça pourra aller. Merci encore. Aujourd'hui c'est le 1er décembre. Mon avant-propos, c'est le dernier mois de l'année 2020. Donc 2020, on avait dit que c'était une année 20 sur 20. Et après on se retrouve que ça a été une année de beaucoup de défis. Donc de grosses personnalités de la politique, du sport et de la culture sont allés avec Covid-19. Donc Covid a emporté beaucoup. Donc j'ai dit c'est le dernier mois. C'est le mois où on fait le bilan et on fait les prospections pour 2021. Et donc c'est pour souhaiter un très bon mois de décembre à tout le monde. C'est aussi le mois des fêtes par excellence. Donc modération et réalisme. Et en même temps, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc c'est un mois qui est en train d'être, c'est une journée qui est en train d'être oubliée au Burkina parce que l'actualité a d'autres pathologies, on parle moins du sida. Donc en dehors des ONG qui continuent de se battre, certaines ONG ont même changé de boulot pour laisser la lutte contre le VIH-Sida. Donc ce matin on avait souhaité avoir ceux qui sont dans ce cas-là, ça allait nous permettre d'avoir des chiffres actualisés. Sinon en 2017 on dénombrait entre 94 000 à 120 000 donc personnes qui vivent avec le VIH au Burkina Faso et un taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans était de 0,8%. Donc c'est des chiffres, j'ai dit mais c'est des chiffres de 2017. Si on avait pu avoir l'émission avec les acteurs concernés ce matin comme ce qui avait été prévu, cela allait nous permettre d'avoir des chiffres rafraîchis. C'est pour rappeler également que le VIH-Sida existe toujours au Burkina Faso, comme dans tous les autres pays. Ça demande effectivement de la prudence, ça demande aussi... maintenant, la leçon à tirer, c'est qu'au niveau du Sida, les regards ont changé. La peur bleue par rapport à la maladie ou la crainte de toucher, ne serait-ce que physiquement, les personnes atteintes, ça c'est fini. Parce qu'il y a eu un travail de communication sociale qui a été entrepris et qui a fini par convaincre qu'il faut accepter, vivre avec et faire avec, mais c'est de se mettre en tête que le VIH-Sida existe. Pour le coronavirus, je pense qu'on est également allé dans ce registre-là. Parfois même on oublie les gestes barrières et tout. Le palu, ça est là également. Donc on a appris à faire avec. Donc je pense que c'est un esprit positif qui a contribué aussi à baisser, parce qu'il y a eu une lutte âpre contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes victimes de cette maladie. Donc bravo à tous ceux qui ont œuvré en son temps pour que la lutte puisse prendre, pour que les uns et les autres comprennent les enjeux et puis avancer. Je vois que vous arborez les signes. Donc, un hommage donc à tous ces acteurs. Tout à fait. Donc c'est également souhaiter une bonne fête du 1er décembre à toutes ces personnes qui vivent avec cette maladie dans le corps, qui ont aussi enduré au niveau de la société, mais aussi à tous ceux qui se battent jour et nuit pour pouvoir endiguer cette maladie. Donc c'était ça mon avant-propos. Merci, Président. Merci à vous, la voix qui commence encore à annoncer quelques signes. À me jouer de tout. On espère qu'on pourra terminer cette émission. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. On va maintenant, sans plus tarder, parler donc de la nouvelle configuration politique suite aux résultats partagés par la CENI, notamment des législatives, puisque nous avons eu l'occasion de parler des résultats donc de la présidentielle qui ont donné donc Roch Kaboré en tête, vainqueur donc de cette élection présidentielle. Maintenant, on parle des législatives
législatives, parce que sur l'ensemble des partis qui ont présenté des listes au niveau provincial et national, il y a 15 seulement qui vont siéger donc au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour la prochaine législature. Qu'est-ce qu'on peut donc avoir comme regard sur les différentes performances des uns et des autres à cette élection? Les partis en tout cas ont eu des fortunes diverses. Il y en a des avancées notables comme des régressions et même voire des disparitions au niveau de l'hémicycle. Quel est le regard qu'on peut y porter? Alors déjà, pour terminer, ce que Geoffroy Vara venait de soulever en termes d'organisation, il y a déjà des partis comme l'OPABF qui appellent clairement la démission de l'équipe actuelle de la CENI parce que elle ne serait pas en tout cas contente donc de cette organisation. Fait-on trop dans, on va dire, le procès qu'on fait donc à la CENI, ou bien on comprend les frustrations des uns et des autres quant à cette élection-là? Bon, je pourrais dire les deux. Parce qu'en même temps qu'elle demande le remplacement de la CENI, parce qu'elle ne perd pas de vue, je parle de l'OPABF, ne perd pas de vue les prochaines élections municipales. Donc, parce qu'il y a en ligne de mire d'autres élections qui arrivent, et ce sont les municipales. Le choix des conseils municipaux qui doit aboutir au choix des maires. Donc, l'OPABF, il faut écarter cette CENI-là, mettre une nouvelle équipe pour préparer les municipales. Donc, c'est les prochaines échéances-là que l'OPABF, effectivement, regarde. Donc, en même temps, c'est aussi la conséquence de la frustration due à l'échec de n'avoir pas, effectivement, engrangé. Et on estime que si la machine CENI, l'arbitre avait été correct à leurs yeux, j'estime que si l'arbitre avait été correct, ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils ont eu comme score. Et donc, la conséquence de la frustration, c'est de tirer les conséquences, évaluer et regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment on revient plus fort, plus aguerri, mais en même temps, quand on tire les conséquences, on dit il y a quelqu'un qui a été responsable en grande partie de mon échec, qui doit aussi tirer les conséquences, donc il faut lui demander de partir. Donc je pense que il y a cela qu'il ne faut pas perdre de vue. L'autre aspect, c'est aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que l'OPABF se réclame panafricaniste, se réclame partisan du développement endogène et avait même inscrit dans son programme, je suivais lors de ses sorties médiatiques pendant la campagne, que s'ils sont élus, ça va être le développement endogène, mais même la religion que nous allons pratiquer, c'est la religion traditionnelle, c'est notre religion africaine. Donc, il y a aussi une façon de voir qui estime qu'on a des institutions trop calquées de la métropole ou d'ailleurs, pas forcément inspirées par nous, et donc il faut rompre effectivement avec tout ça. Donc, il y a aussi ces réalités, ces regards politiques et idéologiques de l'OPABF qu'il faut prendre en compte dans le regard et dans la sortie qu'effectivement le président Farama et ses camarades ont eu effectivement à faire. Donc je pense que ce sont des éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais c'est des gens aussi qui sont amers d'avoir perdu et qui pensent, je dis bien, qu'ils pouvaient mieux faire par rapport à cette présidentielle couplée législative. D'accord. Alors, et je vois rien qu'hier aussi, on avait vu le CDP, le parti donc de Idi Komboego, tenir une conférence de presse pour faire un certain nombre d'observations, notamment une révélation sur le fait que, au niveau de l'opposition, notamment les partis signataires de l'accord politique de Ouagadougou, avaient décidé de façon collégiale de formuler donc un recours suite aux irrégularités constatées durant le scrutin, mais face à l'absence d'unanimité et du consensus avec les autres partis, ils ont décidé en dernière minute donc de renoncer à cette mesure-là. Comment peut-on apprécier cette dissonance de voix au niveau donc de l'opposition, alors que les partis avaient pourtant formulé, avaient signé un accord permettant donc de marcher de façon coordonnée pour porter leur voix, porter leur action suite à ce scrutin-là? Oui, je pense que ces dissensions internes-là, on voyait ça venir déjà. On a vu le caractère dur des premières sorties dans le propos et qui augurait d'un rejet, on va dire comme ça, total des résultats et d'une posture qui pourrait aller se durcissant. Mais avec le temps, on a été surpris de voir que ça a terminé par prendre acte. Et en disant on prend acte, on a couru même comme s'il y avait une question de top départ, à savoir qui viendra le premier. Féliciter le président qui a été élu, en tout cas selon les résultats provisoires. Donc vous comprenez qu'il y a comme un genre d'illogie, et puis il n'y a pas
c'est pas tout le monde qui est allé directement. Il y en a qui ont appelé, nous dit-on, il y en a aussi qui ne sont jamais allés féliciter, mais je veux dire que les postures relativement à la frustration ne sont pas les mêmes, et même les frustrations ne sont pas vécues aussi de la même façon selon les partis politiques. C'est ce qu'on a pu sentir. Maintenant, quand on écoute aussi le CDP qui dit on avait décidé ensemble de formuler des recours, mais je dis vous êtes un parti quand même qui pèse et qui compte. Si, et c'est ce que je crois, vous avez l'impression d'avoir été floués ensemble, au moins vous avez la conviction d'avoir été floués tout court. Parce que le recours, c'est ça le plus important, c'est d'apporter des preuves matérielles que vous avez été floués et que n'eût été un certain nombre d'éléments que vous reversez, les résultats devraient donner autre chose. Donc je pense qu'il y a la logique que même si les autres se retirent, si vous êtes convaincus des irrégularités, des fraudes et des impairs, et que vous avez la matière pour pouvoir corroborer cela, pour pouvoir, convaincre, vous devrez le donner. Vous devez aller jusqu'au bout de votre dénonciation. Sinon, ça ne fait pas sérieux. Mais est-ce que aller de façon esselée, c'est ce qui a fait mauvaise impression? Avec ou sans les autres. Avec ou sans les autres. Je ne pense pas que en la matière, il n'y ait pas de leçon aussi à donner. Parce que pour ce qui a été dénoncé, et ce à quoi on a eu droit lors des points de presse successifs et des communiqués de l'opposition, je ne pensais pas qu'on allait en arriver à ce que ce soit ainsi. Donc il n'était pas si convaincu de ce qu'il disait, ou bien il n'avait pas vraiment la matière pour pouvoir à mettre à disposition pour donner du poids aux mots et aux dénonciations qui ont été les leurs. C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. Parce qu'en la matière, si vous avez des éléments matériels, vous devriez les mettre à disposition. Ils ont tellement cité d'éléments, ils ont cité tellement d'éléments qu'on s'est dit, ah là, il y a une instance qui aura beaucoup à faire. Et sur la présidentielle, flop. Mais quand on regarde aussi, ça se comprend. 57%. Et celui qui vient après à 15%. Vous savez, quand vous voyez l'électorat, c'est le 7%, qu'est-ce que ça représente? Pour que vous puissiez donner de la matière qui pèse de sorte à pouvoir, à douter dans une certaine proportion de ce que le président soit passé au premier tour, il fallait avoir de la matière à déposer. Ça, il fallait avoir de la matière à déposer. Maintenant, peut-être que cette matière-là qu'il n'y avait pas dans le fond. Sinon, dire que c'est parce que les autres n'ont pas été... À la fin, on a senti qu'on n'était pas solidaire et que nous, on a décidé de ne pas y aller. Je pense que c'est... En termes d'argumentaire, je trouve que c'est quand même aussi un peu facile. Si vous êtes sûr qu'on vous a volé votre victoire et que vous avez des éléments qui corroborent cela, vous poursuivez le combat, ne serait-ce que pour l'exemple et puis ne serait-ce que pour dire que ce que vous disiez avant, vous le maintenez et que vous aviez des éléments. C'est comme ça que je vois la chose. Sinon, pour moi, l'argumentaire en lui-même ne tient pas. Mais aussi, on est dans la stratégie politique. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. On est vraiment dedans. D'accord. On va voir ce que Bernard pense de ce que d'aucuns qualifierait de reculade donc au niveau de ces partis signataires de l'accord politique de Ouagadougou. Dislocation de la dynamique à la dernière minute. Comment vous expliquez cette posture-là? Y a-t-il eu volonté de de trahison de part et d'autre, ou bien c'est une dynamique naturelle de la donne politique? Bon, vous avez prononcé le mot. Excusez-moi, je préfère effectivement trahison plutôt que flouer ou je ne sais pas moi. Il y a eu de la trahison à l'intérieur. S'il faut dire les mots comme il se doit. À la réalité, nous sommes nombreux qui étions sceptiques par rapport à pouvoir respecter cet accord-là si les enjeux au niveau des élections changent. Mais sur ce plateau, tous les représentants de l'opposition, à commencer par les présidents des partis qui se sont défilés ici, ont eu à dire non, nous sommes suffisamment responsables, il n'y a pas de problème, non, entre nous, c'est des choses qu'on a dépassées. Nous avons dit un accord politique sur papier ne tient que sur papier, c'est pas évident. On voit les choses après les municipales. Et non, il n'y a pas de... Non, ça a changé quand même. Cette opposition a des leaders responsables qui ont fait la preuve de leur maturité. Tous les arguments ont été servis pour convaincre qu'il n'y a rien.
c'est nous qui voyons, qui cherchons des poursuites de crânes comme le mien. Donc, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, on n'en trouvera pas. Et donc, parce qu'on a dit, s'il y a un second tour, rien ne prouve même que les signataires de l'accord vont respecter le contenu de l'accord en fonction des enjeux. Et effectivement, on n'est même pas allé à un second tour, et tac, on a vu ce qui s'est passé. Mais le CDP ne pouvait pas se prendre autrement. Parce que, à la limite, j'ai dit, mais il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous signez un accord pour aller à une élection. Vous ne préparez pas un second tour, mais bon, vous comptez sur un second tour que vous n'avez pas sérieusement préparé pour inverser la tendance pour avoir le second tour. Chacun est parti, comptant sur ses chances d'être celui qui va envoyer la barque au second tour. Vous arrivez au premier tour, vous contestez les élections. D'abord la veille, vous sortez pour menacer que le scrutin ne se porte pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Et vous menacez de ne pas reconnaître les élections s'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas respectées. Vous instruisez vos commissaires qui claquent la porte parce qu'effectivement, le décompte manuel n'avait pas été pris comme l'exige l'article 97 qui dit que le décomptage est manuel et électronique. Donc sur cette base, vous dites à vos commissaires de quitter. Les commissaires marquent la pause d'une journée avant de rejoindre la barque plus tard. Jusqu'à présent, vous continuez votre activisme, votre combat politique. Après, vous sortez pour prendre acte et en même temps, vous vous réservez le droit d'utiliser les voies et moyens pour les recours. Devant qui de droit? Les Burkinabés suivent toujours. Mais c'est que le même soir, le lecteur du communiqué lui-même, il est allé féliciter celui que vous envisagez, celui dont vous envisagez combattre devant le Conseil constitutionnel. Il y est allé avec la même tenue. Les autres, que ce soit Ablassé ou que ce soit Gilbert Noël Ouedraogo, c'est avec les mêmes tenues qu'ils étaient à la conférence. Ils ont rejoint. C'est comme quand ils se sont levés. C'était une cause de vitesse, c'est un peu. C'est comme quand ils se sont levés à la conférence de presse. C'était d'abord on finit ici, et puis on enchaîne là-bas, et puis on rentre à la maison. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? C'était déjà un signal qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais mieux, selon les confidences, c'était pas l'opposition prend acte des résultats. C'était rejette les résultats. C'était d'abord ça. La première mouture. La première mouture, c'était ça. Du communiqué. Du communiqué. Donc après, ils se voient, bon, ils arrangent, bon, prend acte et se réserve les droits. Mais le deuxième acte, ça c'est d'abord le premier acte. On lit ça, on dit qu'on informe qu'on va intenter un recours. Mais le deuxième acte, instruction a été donnée aux juristes de l'opposition de rédiger l'acte de recours. De rédiger le recours, ça a été donné. Vous avez vu que ça fuitait sur les réseaux sociaux là. Donc, le recours a été rédigé par les juristes, sauf qu'il n'y a plus de signataires. Les signataires ont disparu. Ils ont disparu. Parce que certains sont allés féliciter, d'autres étaient en train de s'habiller pour aller féliciter. Donc ils n'ont pas eu le temps de poser une signature. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont adhéré à contre-cœur, malgré eux, on va dire. C'est politique. Ils vont vous dire, quand vous dites que mais finalement, pourquoi vous adhérez? Non, qu'est-ce que c'est politique. Parfois, il faut faire quoi? C'est pas faire quoi. Il faut être ou il ne faut pas être. C'est quelle image on donne dans la politique? Donc, finalement, ils sont allés. Donc, celui qui semblait déterminé pour aller jusqu'au bout, c'est le CDP, qui appelle à gauche, qui appelle à droite. Bon, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré himself, constate qu'il n'y a pas consensus, il n'y a pas unanimité. Bon, est-ce qu'il ne faut pas ranger ça? Il faut ranger. Donc finalement, ça a été rangé. Et et les autres sont allés. Zida, qui depuis le Canada pulvérise et dit qu'il ne faut même pas reconnaître les élections, à la grande surprise, son mandant à Ouagadougou débarque pour féliciter le président pour sa réélection. Le président du parti. Le président Roch Marc Christian Kapor, le président élu. Donc le président du parti de Zida, lui-même il part féliciter. Moi, Zida dit non, c'est pas la peine de féliciter, c'est pas ça. Bon, en même temps, les Burkinabés se posent des questions. Divergence de point de vue au sein même d'un parti politique. Le chef de file de l'opposition lui-même, il part pour les félicitations. Et pour tout couronner, bon, le CDP, mais comment on fait? C'est sûr qu'après les résultats, quand le Conseil constitutionnel va valider, peut-être que c'est après ça qu'il dit qu'Ombouego va aller. Mais actuellement, bon, tout le monde regarde ce que va faire le CDP. Finalement, hier, ils disent qu'ils ne vont pas faire le recours, mais les législatifs, ça va être le cas par cas. Donc, le CDP est obligé de sortir pour dire on a tenté une action, mais comme ça n'a pas marché entre nous, mais nous-mêmes, on ne va pas faire, mais bon, on va se contenter des législatifs et puis passer à autre chose. Je pense que, comme Geoffroy l'a dit, il y a un peu de calcul politique derrière. C'est le choix aussi du réalisme. Parce que si vous êtes 12
Non, pas 12. Parce que les candidats indépendants, il y en a qui ne sont pas signataires de cet accord. Oui, l'accord politique, ils n'y étaient pas. Quelque chose comme on appelle. Professeur Soma. Professeur Soma, DPS, Farama, il y en a qui ne sont pas signataires, effectivement. Donc, au départ, vous êtes ensemble sur un document, après vous voyez que ça s'effrite. Bon, est-ce qu'il ne faut pas être réaliste? Ouvrir une brèche sur la base de quoi? 15% contre 57, c'est loin quand même. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc pour ne pas jouer le ridicule, bon, le CDP aussi dit bon, nous aussi nous allons nous ranger. Mais c'est ça aussi, le calcul politique. Lui fonctionne par opportunisme et par opportunité. Qu'est-ce qui m'arrange dans le temps présent? C'est ce que nous avons constaté. D'accord. Je ferai avoir une réaction avant qu'on passe. Oui, quand on regarde aussi, je pense que c'est tout le sens du coup KO. C'est-à-dire que quand on dit coup KO, c'est pas seulement une figure de style, c'est que le camp d'en face il est sonné. Oui, c'est clair. Vous avez une opposition qui, dans sa partie figure de proue, s'est dit que l'essentiel, c'était qu'on ait un genre d'accord, parce que c'est sûr qu'il y aurait un second tour. Donc, ils sont allés dans la stratégie pour un second tour. Ils ont même oublié le premier. Et là, comme vous voyez l'écart, parce que on a un président sortant qui conforte son positionnement relativement à 2015. Alors que dans le jeu politique, il y a des partis non négligeables qui sont revenus dans l'arène, donc qui ont pu compétir et qui sont de véritables machines. Je parle du CDP. Et il y a aussi, on va dire par dénivellement, il y a par exemple la DFRDA et autres. Donc dans le calcul purement politique, ils se sont dit c'est pas possible qu'on n'aille pas au second tour. Mais à trop regarder très loin, on finit par cogner le caillou qu'on a devant soi. Et très souvent, lorsqu'on ne s'y attend pas, ce n'est pas seulement trébucher, c'est se retrouver à plat ventre. Je pense que c'est ce dans quoi on a été, avec notamment cette opposition-là, qui, sonnait, a eu du mal à arrondir les angles dans les discussions entre eux. Vous regardez tout le long, après la première sortie qui a été ferme, après ça a été quoi? On ne les lisait pas vraiment vers où ils étaient en train de partir. Regardez même la simple question de commissaires qui avaient disparu. Oui. Ils n'ont jamais motivé leur disparition. Et puis ils sont revenus la tête baissée, ils sont rentrés dans les rangs et puis ils ont continué les travaux. Sinon, logiquement, quand vous rompez les rangs dans une situation pareille où les partis politiques sont dehors et ils sont en train de lui dans les brancards, je pense qu'il y a un point de presse même que vous faites et puis vous jetez le pavé dans la mare. Mais à tout moment, dans la stratégie politique, chacun s'est dit qu'il ne faut pas se griller. Mais dans ne pas se griller là, chacun regarde l'autre. La preuve, aujourd'hui, parce qu'on va en parler, avec ce que les législatives ont donné, ça ouvre encore des calculs possibles. Même si on a une majorité qui est dans le confort le plus enviable. C'est d'ailleurs ce sur quoi nous allons nous tabler à présent. On note donc justement les différents résultats qui ont été partagés par la CENI au niveau donc de ces législatives et sur la centaine de partis qui ont présenté des listes au niveau national et provincial. Et comme je le faisais remarquer tout à l'heure, il y a seulement 15 qui vont siéger au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour la prochaine législature. Un peu comme la vérité biblique qui dit beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Et on note déjà que ce qui est du parti au pouvoir, il obtient 56 députés, donc il n'a pas la majorité pour diriger cette Assemblée nationale et il va devoir composer avec les autres membres de l'alliance présidentielle. Comment expliquer déjà le fait que le président soit aussi confortablement assis au niveau de la présidentielle avec 57% de voix, alors qu'au niveau des législatives, son parti d'origine n'obtient pas la majorité? D'accord, merci. Bon, personnellement, je ne partage même pas la vie biblique. Votre avis sur beaucoup sont appelés peu selon. Non, ici il y en a qui se sont fait appeler, on ne les a même pas appelés. Donc beaucoup sont appelés à quelqu'un qui appelle, mais n'a plus de lui. Mais ici il y en a qui se sont fait appeler parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient même pas arriver, mais bon, ils se sont fait appeler. Donc la conséquence aussi, la suite on la connaît. Donc il ne faut pas parfois se bercer d'illusions, quoi. Quand ça ne peut pas marcher, il faut avoir l'humilité d'aller se ranger ailleurs. Je pense aussi que c'est la réalité aussi. Sur 126 partis, on a 15. À Ouagadougou, sous 9 sièges à prendre, on avait combien? On avait 89 partis politiques. Dans la Bougriba, avec 2 sièges, il y avait 29 partis politiques. Ah bah, un problème. Donc, maintenant pour revenir effectivement à ce que vous dites, alors le président confortablement élu et de la division à l'intérieur, oui, mais c'est normal. Parce que ceux qui ne voulaient pas jouer les seconds rôles dans un parti trop plein comme le MPP,
ont trouvé l'astuce d'être à côté avec également une autre offre. Parmi eux, le NDD, le RPI. Et je ne parle pas des partis qui existaient avant la création du MPP. Je ne parle pas de l'UNI, je ne parle pas de l'ODT, je ne parle pas du parent, je ne parle pas des autres partis. Je parle de ces partis qui sont nés après le MPP et qu'on voit clairement que ce sont des appendices du MPP comme le NTD. Le PDC de Saran Sirimé existait bien avant d'ailleurs le MPP. Donc il y a le NTD, il y a le RPI, et puis il y a ces autres partis là aussi qui sont nés d'ailleurs, d'autres qui sont les rejetons d'autres partis, mais qui soutiennent la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, comme le MBF de Daouda Simboro et autres. Donc, mais il faut il a clairement dit de façon sage, tout le monde préfère être tête de rat que d'éléphant. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé au Burkina. Et chacun maintenant s'arrange pour tailler une place confortable aux législatives et venir maintenant dire au roi, voilà ce que nous avons apporté comme apport pour la majorité. Donc sur cette base-là, nous demandons quand même tel poste. Si on gagne tel nombre de DR, tel nombre de DG, on peut même avoir une ambassade ajoutée parce que quand même, président, on a mouillé le maillot. Donc en réalité, c'est une autre façon de marchander son offre. C'est un calcul qui se cache derrière. Si vous soutenez la personne du président pour la présidentielle, vous battez campagne avec 2 bulletins en main. Vous dites le jour, quand vous allez arriver pour voter celui qui a fait ça, c'est lui qui est le candidat. Votez, voilà, où il y a le soleil et tout, c'est lui. Pour les législatives, maintenant vous nous votez. Donc déjà, sur les aires de meeting, c'est difficile pour certains de convaincre que pourquoi 2 choix? Pourquoi ne pas dire il faut élire ce monsieur-là comme président et choisir en même temps son parti pour lui conférer une majorité confortable à l'Assemblée? Mais c'est le même message. Il faut lui voter pour la présidentielle, mais votez-nous pour qu'on puisse accorder au même président une majorité confortable. Ah mon vieux, les politiciens burkinabés sont trop forts. Donc c'est dans cette situation que nous sommes. Et donc ces voix que vous voyez qui sont écartées, en fait c'est des voix du MPP. Vous regardez ces partis-là, c'est des gens qui ont quitté le CDP, qui ne voulaient plus aller au MPP parce que c'est trop plein, mais finalement qui sont allés se positionner là-bas. Certains ont été ourdis même par des barons du MPP. À tort ou à raison, Simon est accusé d'être derrière le NTD. À tort ou à raison, Alassane Bala Sakandé aussi est accusé d'être derrière le RPI. Donc, qu'est-ce que est-ce que vous voulez dire en définitive que l'électeur a été dans l'embarras ou a été confus face à ce double choix qu'il fallait opérer? L'électeur a été, je ne sais pas moi, embrouillé ou je ne sais pas. En fait, c'est dans ce jeu-là, je ne sais même pas quel mot il faut utiliser pour qualifier. L'électeur est entre des gens qui viennent, qui vont passer, qui vont par là. Qui dictent la manière. La manière. Puis finalement, vous n'arrivez même pas à comprendre ce message-là. Donc, vous avez besoin, les grands partis qui tiennent devant l'histoire, c'est comme ça. Où des gens acceptent de jouer les seconds rôles, accepter que tout le monde ne peut pas être député dans un parti, tout le monde ne peut pas être nommé ministre dans un parti, tout le monde ne peut pas être président dans un parti politique. Mais chaque maillon de la chaîne a un rôle à jouer. C'est ce qui fait que les partis, comme le parti démocrate américain, le républicain américain, c'est plus de 100 ans de vie. 128 et l'autre, 128 pour l'un et 138 ans pour l'autre. Parce que c'est quoi? C'est fondé sur des valeurs, c'est fondé sur des principes et de la conviction. Mais quand chacun vient pour être tête de rat et non que d'éléphant, président, ça pose problème. Et chacun veut être. Donc c'est ce qui explique cet émiettement là. D'accord. Je veux justement l'avis de Geoffroy sur ce peuple donc qui a décidé d'élire Roch-Marc Christian Kaboré comme président et qui lui refuse donc la majorité à l'Assemblée. Comment on peut expliquer ce signal qui a été envoyé? Comment doit-on l'interpréter d'ailleurs? Moi, je m'aligne sur ce que Bernard disait tout à l'heure là, qui est assez pertinent, parce que chacun vient avec sa capacité de mobilisation et ses forces, non pour le reverser, mais pour avoir capacité de négociation après. Parce qu'on sait que le pouvoir, il peut se parceller et qu'on peut vous en donner quelques parties. Je crois que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et pour les partis qui vont à la majorité, c'est le moment de redéfinir le poids au sein de la majorité et donc redéfinir sa part dans ce gâteau-là, si on peut l'exprimer ainsi. Parce que quand vous regardez au sein de l'APMP, je suis désolé, le NTD
ne sera plus comme avant. Parce qu'avec 13 partis, c'est plus pareil. Il y a l'UNIR qui avait ses 5, qui est demeuré avec ses 5. Il y a le PDC aussi de Saran Sérémé qui revient avec qui était carrément absent, qui revient avec 3 députés. Donc, à qui peut aider pour le confort en termes d'assises à l'Assemblée nationale, la rétribution aussi en termes de postes, c'est comme ça le jeu politique burkinabé. Et ce que Bernard disait tout à l'heure, c'est à la fois peut-être la réalité burkinabé, mais elle est transversale aussi dans la politique sous nos cieux. C'est cette réalité-là qui peut permettre des amalgames au niveau de la campagne électorale, parce que moi j'étais à Bobo du Lasso. J'avoue qu'il y a des véhicules, quand vous regardiez, vous posiez beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'il y a l'effigie d'un parti politique, il y a la tête du président qui n'est pas du parti, et il y a 2 têtes. En fait, le véhicule était, je veux dire, c'est un condensé d'énigmes. Voilà. Mais là, quand vous serez sur le terrain, vous comprendrez que pour celui qui vient, c'est vote celui-là pourtant. C'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la gymnastique ils se sont imposés eux-mêmes, parce qu'après, on veut avoir les dividendes pour négocier. Je crois que ça ne dépasse pas ça, et c'est comme ça que c'est conçu aussi sous nos cieux. C'est même pour cela que pour ceux qui sont convaincus que en fait d'élections ils n'en dépendent nullement du parti politique, mais plutôt de leur aura, vendent leur positionnement presque. C'est-à-dire qu'il sait que quand il quitte votre parti, il va avec ses gars, parce que les prochaines élections, vous allez perdre un député. Et ça devient sa force sa force sa force de négociation. Mais en même temps aussi, il y en a qui ont eu les yeux pour pleurer, parce qu'ils ont tenté ça. Quand on prend le cas de ceux qui ont quitté l'UPC, qui avaient fait UPC-RD après, et qui ont créé leur groupe parlementaire, regardez celui-là, ils étaient combien? 13. Ils étaient 13. Il y en a combien qui ont pu se faire élire? C'est 3. C'est vrai qu'ils sont 4 au total, mais bon, l'autre n'était pas député. Voilà. L'autre, lui, n'était pas député, le président d'ailleurs. Donc du coup, on a vu ceux qui maîtrisaient vraiment leur base. Et bon, en fait, je pense que c'est ce jeu-là auquel on a droit souvent. Mais c'est comme ça que notre politique fonctionne. Il y a quand même certains cas qui méritent qu'on s'y attarde, notamment la performance du Nouveau Temps pour le développement, pour la démocratie, NTD de Vincent Dabilgou. C'est une performance pratiquement à 300%. Beaucoup d'observateurs sont partis dans le décor parce qu'on n'y a pas, en tout cas, vu venir. Comment peut-on expliquer? Est-ce le travail de terrain? Est-ce, on va dire, le jeu donc de choisir le président? Il faut choisir un autre sur la législative. Comment peut-on expliquer cette performance donc du NTD? Et justement, c'est ce qui a flatté certains, je dis bien, par rapport à l'éventualité d'ailleurs d'un second tour dans cette élection. Parce que vous avez à la majorité des partis qui pèsent plus que certains candidats de l'opposition. Et sur le plan de terrain, qui allaient battre à plate couture certains de l'opposition. Donc, il fallait effectivement faire attention à ce discours-là, de dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de second tour. C'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau des élections, mais même si j'ai dit bien, même si ça allait être avec un score étriqué, c'était difficile d'avoir un second tour. Je l'avais déjà dit, j'en ai pris pour mon compte, je n'en parlais plus. Parce que c'est ça aussi la réalité du terrain. Après, vous regardez à l'opposition, après le CDP et l'UPC, quel autre parti a 5 députés? À l'opposition, il n'y en a pas. L'ADF a 3, c'est fini. Mais à la majorité, vous avez le NTD qui a 13, l'UNIR qui a 5, PDC a 3, MDF a 4, RPI a 3. Ah non. Ça veut dire que c'est des bases qui vont se déporter pour la présidentielle. Donc à ce calcul-là également qu'il faut prendre en compte. Par rapport au NTD, non seulement le NTD a été créé sous la transition par Vincent Dabilgou, ancien ministre, député tombé sous l'insurrection, mais qui compte dans ses rangs des anciens loups, je dis bien, du CDP. C'est des gens qui ont une longue carrière en politique. C'est des cadres aussi qui ont suffisamment de ressources financières et des bases. Parce que certains-là, et la plupart, c'est des anciens maires. Il y a des anciens élus locaux qui peuplent le NTD. Mais c'est même été là en 2015, quand le NTD prenait part aux élections législatives également, mais n'avait pas... Le NTD en 2015, pour commencer, avait déjà eu combien de députés? 3 députés. 3 députés pour un début. Et qui n'avaient pas un an d'existence. C'était déjà un signe.
Et après, le NTD, j'ai dit bien, a débauché. Et quand ils ont débauché les cadres, et comme au niveau législatif, c'était un combat personnel, ces cadres n'ont pas chômé. J'ai vu certains qui ont écumé, qui presque tous les week-ends sont partis. Hein. Donc, qui ont fait un travail au niveau de la base pour préparer déjà le terrain. Donc, ils ont travaillé à implanter le parti. Et en même temps, Dabilou, lui-même ministre, c'est vrai qu'au début, c'était sous la main. Quand Dabilou a pris le ministère, il faut regarder aussi les nominations, il n'a pas lésiné. Où nous partageons la même vision, où nous ne partageons pas la même vision. Beaucoup des cadres du parti ont été envoyés dans les directions régionales comme DR au niveau des transports ou comme dans des services stratégiques. Donc c'est quand même aussi de la ressource. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc ça a beaucoup pesé, ça a beaucoup joué. Vous prenez des députés comme celui qui a été élu à Léo, comme on appelle ça, dans la Sicile. Ah ben c'est un gros morceau. Issa Bari, Yaga, c'est un gros morceau. Donc c'est des gens qui avaient déjà une assise au plan local. Donc qui avaient effectivement des bases. J'ai dit pour la plupart c'est des anciens maires ou des anciens conseillers municipaux. Certains ont été députés. Donc il y a eu une expérience terrain. Et comme regardez à Sapui, l'illustration. Baoui Nama, qui quitte le CDP, qui part avec le Faso, autrement dit Ablacé Ouedraogo, qui refuse d'avoir son siège à l'Assemblée nationale. Il siège comme député maire. Il refuse de rejoindre l'opposition. Il reste au Faso, autrement jusqu'à la fin de son magistère. Il saute, il vient avec le pur d'Alexandre Sankara et il passe encore comme député. Le seul d'ailleurs. Le seul. Et il passe encore comme député. C'est des gens qui ont une base traditionnelle confortable, indéboulonnable, quelle que soit leur durée de vie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc l'attachement à la communauté, à son fief pour quelque chose. L'autre aspect, oui, l'autre aspect, c'est l'insubmersible Amadou Diamdioda Diko, l'un des vice-présidents de l'UPC. 4e vice-président. Jamais battu dans son fief, même avec le CDP en son temps. Toujours élu député à l'Assemblée nationale. Il revient. Parce qu'il a aussi une base qui est conservatrice. C'est vrai qu'il y a des questions de culture sur le plan sociologique. C'est d'ailleurs ce qui a fait perdre Tiao dans le Senghie. C'est un peu ces explications-là qui ont fait perdre aussi Tiao. Mais à la réalité aussi, c'est des hommes de terrain. Donc au niveau du NTD, ils ont plusieurs de ces cadres-là qui sont là-bas. Donc, que voulez-vous à l'arrivée? Et qui ont fait une pré-campagne en bonne et due forme. J'ai vu beaucoup qui étaient sur le terrain au moment où ceux de l'opposition sont en train d'animer des conférences de presse à Ouagadougou. Ça, il faut avoir le courage de le dire, qui sortent pratiquement pas. Mais vous avez un ancien maire qui est toujours dans sa base. Quand il y a baptême, il vient. Quand il y a mariage, il vient. Quand il y a décès, il vient. Quand il y a ceci, il vient. Il n'a jamais coupé les ponts. Mais quand les élections vont arriver, sauf chamboulement, il va passer. C'est l'une des forces au niveau du NTD. Donc, mais maintenant, quand on est arrivé à avoir 13 députés, naturellement, comme l'a dit Geoffroy, ça change les règles parce que l'UNIR, qui était en pôle position, n'est plus en pôle position. Donc, on rabat les cartes au niveau de la majorité, tout comme à l'opposition, les cartes seront rabattues. On va avoir une recomposition. L'autre gagnant aussi de ces législatives, c'est l'UNIR PS, donc du maître Benoît Sankara, lui qui avait 5 députés à la législature passée, qui revient avec 5 autres encore. Beaucoup avaient vendu moins cher, en tout cas la peau de loup, en estimant que le fait d'avoir quitté l'opposition pour rejoindre la majorité, on a vu même une certaine opinion, en tout cas faire son procès de façon qui avait signé sa mort politique. Aujourd'hui, il revient à l'hémicycle avec 5 députés. Comment on peut expliquer aussi cette performance-là? Moi, je crois aussi que il y a quelque chose qui est essentiel et qu'on oublie. La présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et la perception que les gens ont de lui et son peuple. Je vais dire ça comme ça. Mais quand on va sur les législatives, c'est pas pendant la campagne que vous arrivez à convaincre des gens. Non, il y a un travail qui se fait longtemps avant et même qui ne s'arrête jamais. Parce que une communauté qui ne vous reconnaît pas, qui ne sent pas votre présence, elle ne va pas faire votre choix. Mais pour qu'on vous sente présent, il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est-à-dire que vous êtes au vous êtes financiers, vous voulez dire? Il faut des moyens financiers, vous êtes aux petits soins. C'est-à-dire que vous êtes sociable parce que vous venez tout le temps quand il y a des grands rendez-vous et puis vous participez à la communauté. Participer là, c'est pas venir parler. Donc il faut avoir aussi des moyens. Je pense que ça joue pour beaucoup. Quand je parle de moyens, vous savez, quand vous êtes du côté
vous êtes du côté du... Vous êtes aux affaires. Vous êtes aux affaires, vous avez beaucoup de latitude. Ça, il ne faudrait pas se leurrer. Et ça permet un certain confort. Moi, je me rappelle, en 2015, juste après les résultats, moi, je me rappelle de la mine qu'il y avait pour ceux qu'on a pu trouver au QG de campagne de l'UNIPS. C'était la déception avec le visage qui était, je ne sais pas si on peut dire démantelé pour un visage, mais c'était pas loin de ça. Mais après, je pense que Benoît Sankara, peut-être que là on peut en parler, a fait un choix qui peut-être au départ a fait objet de beaucoup de critiques, mais quand on regarde aujourd'hui, c'est un choix qui lui permet de se maintenir, parce qu'il est le moyen du maintien. Il ne faut pas se leurrer. Prenez à contrario l'UPC, Zéphirine Diabré, qui lui a fait l'autre choix. On va y venir. Qui a fait l'autre choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour l'UPC? J'ai dit, pendant les 5 années de 33 députés, il en a perdu pratiquement 15 ou 16 à la fin. 16. Il en a perdu 16. Mais 16 pourquoi? À un moment donné, il faut pouvoir les maintenir. Et puis je dis que cet électorat que vous avez, ces gens vers lesquels vous allez, ce n'est pas de façon ponctuelle. Il faut être présent. Donc pour ce qui est de l'Union PS, pour vous, la base a confirmé le choix de Maître Benoît Sankara en 2015. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Il s'est donné les moyens de pouvoir être présent et de rester. Parce que il y a, quand on dit il y a la prime au sortant, c'est tous ces moyens-là. Et puis il y a le poids administratif, il y a ce que vous pouvez proposer. C'est vraiment différent. Alors que quand j'ai dit, les deux exemples sur le positionnement après les élections permettent de bien comprendre. Quand vous voyez avec Zéphirin, il a eu des problèmes pour maintenir ses députés. Et même aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Il s'en sort avec combien? Avec 12. Donc, il y a deux options. Et puis il y a ce que ça donne à la fin. Je pense que la leçon, elle est toute claire. Geoffroy évoque en même temps le cas de l'UPC. Est-ce que Zéphirine Diabré ici paye le prix de ces divergences qu'il a eues, qui l'ont secoué d'ailleurs au sein du parti ces dernières années? Oui, c'est clair. Parce que au départ 33, 16 partent, il reste 17. 17, actuellement il a combien d'élus? L'UPC a 12 élus. 12 élus. Sur les 12, vous ajoutez les 4 du MBF, non les 3 du MBF qui étaient du parti, ça vous fait 15. Et vous ajoutez le lot de tous ceux qui ont échoué et qui pouvaient se faire réélire. Mais naturellement, même, il allait battre encore ce qu'il avait eu en 2015 s'il n'y avait pas eu ces guerres-là. Donc 12 plus 16 qui sont partis, on est déjà à 28. Et bien, sans oublier qu'il y a vous prenez dans des lieux où, si vous regardez, c'est-à-dire les profondeurs de l'UPC, ceux qui ont quitté l'UPC, et les candidats de l'UPC, si vous voulez mettre les capacités ensemble, c'est une voix. C'est l'UPC qui gagne le siège. Tout à fait. Et ça part à l'eau. Ça part à l'eau. Soit le MPP a pris, soit le MPP a pris, le CDP a pris. C'était ça aussi. Et donc, c'est cette bagarre-là, interne, qui a fait que l'UPC a beaucoup perdu. Et même au CDP, les Saintes Écritures disent que toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. On dit contre elle-même. Regardez le CDP. Le CDP s'en sort avec 18 voix, 20 députés. 20 députés. Le CNP est issu des rangs du CDP. Ça fait 2. Ça allait faire 22. Agir ensemble, 2 députés. Plus ça allait faire 24. Et quel autre parti est né des entrailles du CDP dans cette affaire-là? CPSG 3, ça fait 1 député. Ça dit que si on prend les partis qui sont nés des partis, on ajoute, vous allez voir que le score va évoluer. Même au MPP, c'est pareil. Le MPP allait peut-être faire meilleur score si on n'avait pas eu NTD et autres là. RPI. Et RPI, c'est la même chose. Donc l'UPC aussi, c'est pareil. Donc les dissensions internes. Mais Laurent Badro et ses 2 fils qui passent le temps à se bagarrer. Taïrou Bari, Abdoul Karim Sango, à l'arrivée, ni le père, ni le fils ne siègent. Pardon, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette bagarre, cette querelle de leadership inutile. À l'arrivée, bredouille. Mais pourquoi? Parce que ça ne sert pas ces guerres intestines. À un moment donné, tout ça pour ça. Vous parlez de guerre et de guerre intestine. Pour le cas de l'UPC, on a vu que Zéphirine Diabré a tenté de, pas ignorer, mais minimiser ces dissensions internes. Non, c'est en apparence.
Là, c'est en apparence. Ce n'est pas qu'il a ignoré. Vous ne pouvez pas avoir des élus qui partent. Je n'ai pas dit militants de base très très dynamiques ou je ne sais pas moi. Des élus. Et parmi eux, il y a des députés maires. Donc c'est quand même c'est un poids. Donc c'est des gens qui sont partis. Ça joue sur l'électorat. Ça, il ne faut pas concevoir la face. Et surtout les derniers revers, quand la liste a été concoctée, et c'est là où les 13, le parti était arrivé à se remettre après les 13. Donc vous calculez, et vous calculez sans eux. Parce que tous les agissements étaient connus. Et à l'arrivée, vous concoctez votre liste. Et en même temps, des gens sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ça n'a pas été démocratique, ça a été imposé. Et des démissions en cascade. Des conseillers municipaux qui partent, et un maire qui quitte pour rejoindre Sens. Et puis, il y a des conseillers municipaux qui sont partis. C'était base. Un conseiller municipal, quand même, il y a un électorat derrière. Peut minimiser, mais il y a quand même un électorat. Donc, qui quitte. Certains même qui étaient sur la liste comme candidats aux législatives, soit sur la liste nationale ou du Kadiogo ou dans d'autres provinces, ont quitté. En moment où la campagne s'annonçait. Donc, c'était un coup dur déjà également pour l'UPC. Ça a beaucoup joué. Donc, le lion a perdu des crocs et des griffes. Il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. Donc, il y a ces guerres internes-là, des dernières minutes aussi, qui ne sont pas venus arranger les choses. Et après, très rapidement, des gens quittent pour dire qu'ils vont réfléchir 2 jours, d'autres disent qu'ils vont rejoindre leur entreprise. Et puis, tac, il y a une nouvelle entreprise qui s'appelle Modem qui est née. Nathanaël qui, au dernier meeting du MPP, qui vous dit j'ai maintenant un avenir parce que je suis dans le camp des vainqueurs. Bon, ça n'a pas été facile. Donc, ce sont les dernières. C'est des derniers tirs qui ont également touché le lion en plein cœur. Là, le résultat ne pouvait pas être différent. Et même là, je pense que le parti a grillé, comme on le dit. Surtout qu'à l'arrivée, il y a des grosses pointures du parti qui n'ont pas été alignées sur la liste. Et l'opinion, et des gens qui votaient l'UPC, pour certaines personnes, ont dit, bon, cette année, je ne vais pas voter l'UPC. Je connais quelques personnes qui l'ont dit. Ah, moi, j'ai voté parce qu'il y avait un X dedans. J'ai voté pas. C'est facile, la façon de faire des effets, là, vraiment, c'est pas ça. Bon, donc, à la réalité, ce sont ces choix stratégiques-là qui n'ont pas aussi marché. Voilà, ce n'est pas qu'il n'a pas eu de moyens, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de ressources, mais la réalité aussi, les guerres internes, j'ai dit, quand vous faites la sommation, quels que soient les partis où il y a eu des démissionnaires, c'est pareil. Même l'UNIR pouvait avoir plus de députés que ce qu'on a vu. Mais les guerres ont fait que certains cadres du parti sont allés au pur. Malheureusement, à l'arrivée, ça n'a pas marché. Et l'UNIR aussi perd des députés. Alexandre Sankara avait toujours un siège à prendre s'il restait à l'UNIR. Et plus d'autres cadres également qui sont partis pouvaient, avec la machine du parti, parce que le parti étant la majorité, a eu quand même des ressources, pouvaient effectivement se faire élire. C'est vrai que Boudou a perdu parce que c'était difficile pour Boudou, avec l'arrivée de Alpha Bari dans la zone là-bas, plus Raphaël Kouama. Bon, c'était difficile pour l'ambassadeur plénipotentiaire de pouvoir s'en sortir. Mais l'UNIR aussi a perdu des voix. Nous étions sur la l'UNIR, j'ai dit également allait faire mieux. Mais je pense personnellement que tous les partis politiques vont tirer le son que les guerres internes ne payent pas. J'ai dit, quand vous faites la sommation, chacun dirait, ah, si on était resté, on allait faire mieux. Si on était resté, on allait faire mieux. Apprenons qu'il faut que nos hommes politiques apprennent à être que d'éléphants. Parce qu'un éléphant aussi sans queue, c'est pas un éléphant entier. Donc il faut aussi apprendre à être que d'éléphant. Parce que voilà, vous ne pouvez pas être la tête, vous pouvez être la trompe ou les yeux, mais vous pouvez être la queue pour faire un éléphant. Je pense qu'il faut être réaliste. Et il y a aussi le cas de ces partis qui ont essayé, mais finalement n'ont pas obtenu gain de cause, notamment la première participation aux élections législatives du mouvement Sens de Hervé Guécam. Il y a le MCR avec Tahirou Bari et Carlos Toé, entre autres, qui sont, en tout cas, qui ont tenté mais qui n'ont pas pu y accéder à l'hémicycle. Comment vous appréciez ? Bon, le premier cité par exemple le mouvement Sens, je crois aussi quand on entendait certains des leaders du mouvement Sens, on sentait que pour eux 2020 c'était peut-être un apprentissage, mais il y avait aussi la petite lueur d'espoir qui pourrait au moins s'en sortir avec quoi, peut-être un député. Voilà, il y avait ce sentiment-là qu'ils avaient nourri. Mais je pense aussi que le choix de positionnement qu'ils ont eu à faire sur les listes, c'était pour donner la leçon avec des jeunes qu'on a vus. C'était audacieux. Puis, voilà, c'était audacieux et puis leur permettre de petit à petit aussi se frotter à la chose politique et puis se construire. Maintenant, je crois que tout dépend, et peut-être Bernard le disait à demi-mot, quand on parle de queue et tête, tout dépend de la trajectoire que vous voulez vous donner à la fin.
Parce qu'on ne commence pas et on est fort. On commence, on apprend et puis on grandit. Maintenant, quelquefois, vous êtes déçu au regard des aspirations et des espoirs que vous fondez dès votre création. Maintenant, on est en politique. Hein. On est en politique. Ce n'est pas parce que vous êtes nouveau que vous êtes si neuf que ça. Parce que si vous arrivez à débaucher quelqu'un qui a son bastion dans lequel il est très à l'aise, vous allez avoir un député, pas parce que vous êtes si fort que cela, parce que vous avez pu les débaucher, c'est tout. Donc il y a de la stratégie aussi qu'il faut comprendre derrière. Maintenant, c'est au fil du temps que peut-être chacun va faire ses armes. Mais je crois aussi que ça donne la leçon qu'il y a des machines qui sont là. Quand vous regardez le MPP, c'est vraiment une machine. Regardez le CDP, c'est une machine. Regardez l'UPC, c'est aussi une machine. L'ADF et tout. Donc, il faut apprendre à construire sa machine et puis maintenant à vouloir broyer. Ça, c'est une réalité, c'est une leçon qu'il faut avoir. Maintenant on n'a même pas parlé des jeux qu'il peut y avoir. Certainement, on aura le temps d'y revenir, les différents jeux politiques, les alliances probables à nouer au cours donc de ce nouveau mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Merci déjà d'avoir donné votre lecture de cette nouvelle configuration. On aura le temps d'y revenir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain, mercredi, pour la 3e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.